Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Et des actus, il y en a eu beaucoup ces 2 dernières semaines, en commençant par l'arrivée de ce fameux documentaire HBO qui était censé révéler l'identité de Satoshi Nakamoto. Le mystère du siècle est toujours intact. Le réalisateur n'a finalement pas creusé la question tant que ça, et il a fait des erreurs et approximations qui l'ont mené à une piste évidemment fausse. Celle de Peter Todd, un développeur Bitcoin présent sur Bitcoin Talk depuis 2010. Malheureusement pour le documentaire, les indices trouvés ne sont pas si solides qu'ils en ont l'air et le réalisateur a pris quelques raccourcis. Par exemple, il est question de ce message posté par Satoshi sur Bitcoin Talk auquel Peter Todd a apporté une petite précision 1h30 plus tard sous son propre nom. Sauf que, d'une part, la fonction de modification de message était disponible à l'époque, donc Satoshi, s'il le voulait, aurait très bien pu corriger le message d'origine. Et d'autre part, le compte de Peter Todd ne s'appelait pas Peter Todd à l'époque, mais Retep, un nom d'utilisateur qu'il avait depuis qu'il était gosse. Si c'était le vrai Satoshi, pourquoi aurait-il modifié son compte Retep pour le relier à son identité réelle au lieu de l'abandonner pour toujours après avoir constaté cette soi-disant erreur de manipulation ? En plus de ça, Peter Todd lui-même avait accepté de participer au documentaire pour répondre à quelques questions. Et même s'il ne savait pas qu'il finirait par être présenté comme étant Satoshi, on peut douter de l'idée que le vrai Satoshi accepterait de participer à une quelconque interview. Donc la conclusion, c'est que l'identité du créateur du Bitcoin est encore et toujours secrète. Mais ça n'a pas empêché les Suisses d'annoncer le 25 octobre le dévoilement d'une statue de Satoshi Nakamoto dans la ville de Lugano. On n'apprendra rien du tout sur son identité, mais j'ai quand même hâte de voir comment l'artiste a choisi de le représenter. En matière d'investissement, ensuite, cette semaine, l'ETF Bitcoin de BlackRock a dépassé le $1 milliard d'entrée, ce qui représente plus de la moitié des flux entrants cette semaine. Mais que les investisseurs choisissent BlackRock ou pas, peu importe, le résultat est le même dans tous les cas, la quantité d'argent investi dans la crypto à travers la bourse augmente. La somme totale des flux entrants des ETF Bitcoin est de plus de $20 milliards. C'est encore tout petit par rapport à d'autres catégories, et les actifs sous gestion de ces ETF sont encore minuscules par rapport à ceux détenus par les ETF Gold. Mais comme on dit, un petit pas pour les ETF, un grand pas pour la crypto. Ensuite, Bybit a récemment publié une newsletter dans laquelle ils font le constat que la génération Y préfère la crypto à l'immobilier, en se basant notamment sur une étude qu'ils avaient réalisée l'an dernier ainsi que sur une autre étude réalisée par la Bank of America. C'est un constat qui nous fait plaisir en tant qu'investisseur puisque ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la crypto. Mais il faut le dire, c'est un peu de l'enfonçage de porte ouverte. Car cette génération a débarqué dans une société déjà sclérosée avec un marché de l'emploi impraticable, un travail de moins en moins rémunérateur et un marché immobilier grossièrement surévalué. Et quand je dis grossièrement surévalué, je pèse mes mots. Vous qui regardez cette vidéo, vous savez déjà que l'immobilier coûte cher aujourd'hui, c'est une évidence, mais il y a très peu de chances que qui que ce soit vous ait expliqué exactement à quel point il coûte cher. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part d'une information qui n'est pas nouvelle, mais qu'il est quand même utile de connaître. Car en France, nous avons l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable qui fait un travail très intéressant à ce sujet. Au vu du nom de cet organisme, ça peut paraître surprenant, mais on trouve dans leurs attributions la surveillance des prix de l'immobilier et des loyers. Et ils mettent en accès libre des graphiques édifiants, très régulièrement mis à jour, et qui permettent de consulter des données remontant jusqu'aux années 1800. Celui qui nous intéresse particulièrement ici, c'est celui-là. Un graphique logarithmique qui présente l'évolution des prix des logements en monnaie constante, c'est-à-dire avec l'inflation prise en compte. Et on peut voir qu'en France, en moyenne, le prix des logements en 1950 était à peu près 20 fois inférieur au prix actuel. Quant à Paris spécifiquement, on se rapprochait plus de 50. Alors certes, c'était au moment d'un gros crash à cause de la guerre, mais pendant les décennies suivantes, les boomers en ont quand même bien profité. Et ce ratio incroyable qu'il y a entre les prix de l'époque et les prix d'aujourd'hui, ça n'est pas sans conséquence sur la vie quotidienne et la capacité à investir des jeunes. Donc cette préférence générationnelle récente pour la crypto que Bybit a constatée ne me paraît pas vraiment surprenante. Même si ce graphique ne s'applique qu'à la France, la situation reste la même dans un paquet de pays. La Corée du Nord est très active dans l'univers crypto, et tout le monde le sait. Piratage d'applications décentralisées, phishing, arnaques en tout genre, ils n'ont aucune limite. Et parmi leurs méthodes préférées, il y a celle qui consiste tout simplement à postuler à des offres d'emploi parfaitement légitimes en se faisant passer pour d'honnêtes programmeurs, avant d'insérer des failles dans le code qu'ils publient pour voler l'argent des utilisateurs des applications concernées. Pour cette raison, les sociétés envisageant notamment d'embaucher des gens en 100% télétravail doivent être particulièrement vigilantes et mettre en place des mesures spécifiquement conçues pour combattre ces tentatives d'intrusion. Le mois dernier, le FBI avait d'ailleurs publié une liste de recommandations pour se protéger. Mais apparemment, l'avis du FBI n'est pas toujours pris en compte par tout le monde. Récemment, un scandale a été révélé à propos de Cosmos. Zaki Manian, qui était en charge avec son équipe du développement du module de staking liquide pour Cosmos, aurait embauché 2 Nord-Coréens pour travailler dessus. C'était en 2021.
Et en mars 2023, le FBI l'aurait contacté pour le prévenir au sujet de ses 2 nouveaux employés. Mais plutôt que de tout arrêter, il a choisi de camoufler l'affaire et de publier le module de staking liquide quelques mois plus tard, comme si de rien n'était. La semaine dernière, Jae Kwon, l'un des cofondateurs de Cosmos, a donc fini par publier une annonce à ce sujet sur GitHub. Le code écrit par les développeurs nord-coréens n'ayant pas vraiment été retouché d'après lui, il pourrait contenir des failles critiques qui mettraient en danger la sécurité de tous les réseaux Cosmos qui s'en servent. En conséquence, l'annonce se termine par une proposition de mesures à prendre pour éviter ce genre de problème, parmi lesquels on trouve notamment la création d'une liste noire d'entités et de personnes, où Zaki Magnan devrait figurer à la première place. Ce n'est rien de moins qu'une déclaration de guerre, donc on peut s'attendre à ce que les jours à venir soient plutôt mouvementés chez Cosmos. Fight! Et maintenant, parlons un peu du lancement du projet de la famille Trump, l'application World Liberty Financial. La vente avait été annoncée pour le 15 octobre avec un objectif affiché de 300 millions de dollars, et au début on pensait qu'elle aurait un certain succès. Il y a eu notamment plus de 100 000 investisseurs accrédités qui ont été mis sur liste blanche pour y investir, et ce sont tous des individus plutôt fortunés ou avec de très hauts revenus. L'ascension de ce projet s'annonçait donc fulgurante, et puis quelques détails gênants sont apparus comme le fait que le jeton est non transférable. C'est sûr que le prix ne peut pas baisser si personne ne peut vendre, mais c'est quand même un peu dérangeant pour les investisseurs. Et le résultat, c'est qu'ils n'ont vendu que 4,5-5% des jetons à l'heure de la publication de cette vidéo, alors que ça fait déjà 5 jours que la vente est ouverte. Donc si ça continue à ce rythme-là, en 2025, ils auront toujours pas fini. Enfin, pour finir ce JT, il faut évidemment mentionner l'actu qui a donné son titre à cette vidéo. En effet, nos législateurs ont proposé de modifier l'impôt payé sur les plus-values crypto pour le faire passer à 33% au lieu de 30%. Les réseaux sociaux se sont enflammés immédiatement, mais finalement, cette proposition a été rejetée par la Commission des finances. C'est donc une bonne nouvelle, même si ça n'aurait pas changé grand-chose. Que ce soit à 30 ou 33%, notre régime fiscal n'est pas particulièrement attirant face à ceux de nos voisins comme l'Allemagne ou l'Andorre. Le seul point positif qu'il y a en France, c'est qu'on fait moins pire que les Américains qui sont taxés aussi sur les échanges de crypto à crypto, donc nous, on peut éviter l'impôt en conservant des monnaies stables. Cela dit, il y a aussi d'autres modifications plus générales qui sont encore sur la table, comme par exemple une taxe universelle sur les expatriés qui se dirigent vers des pays aux régimes fiscaux plus sympathiques, ou l'augmentation de la durée de reprise fiscale jusqu'à 10 ans sur les déclarations de comptes crypto. Une mesure déjà proposée auparavant et déjà ridiculisée puisqu'il y a 10 ans, la France n'avait pas de régime fiscal dédié à la crypto. Enfin bon. Les débats continuent et nous allons certainement avoir quelques autres surprises du genre. Alors, quel que soit le régime fiscal en vigueur l'année prochaine, je vous souhaite de faire beaucoup de plus-value pendant le bull run qui arrive et j'espère qu'on se reverra dans 2 semaines pour l'épisode suivant du JT. À bientôt!